Un Hawker Hunter a été perdu au large de la Californie. Son call sign, Attack 12, Attack 12, et il n'était pas seul, c'était l'équipier de Attack 11, Attack 11, qui l'a aidé ensuite sur place, qui a guidé l'hélicoptère de Search and Rescue, l'hélicoptère de recherche et sauvetage. Et ce que je vous propose dans cette courte vidéo, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé au large de la Californie. Roger, ball. Aux États-Unis, mais en France également, en Europe, un peu partout désormais, vous avez des boîtes de Red Air, d'adversaires en fait. Vous avez par exemple Draken, Air USA, Attack, Blue Air Training, Top Aces, Tactical Air Support et Airborne Tactical Advantage Company, Attack, l'avion du jour, qui d'ailleurs sont assez connus en France car ils nous ont acheté 63 Mirage F1. Ils sont équipés avec, ils avaient à la base 14 MK58 Hunter, dont des anciens Suisses, ils en ont perdu 4. Ils ont 6 F1-21 Kfir rachetés aux Israéliens. Ils ont également un 4 Skyhawk, ils ont 2 L-39 Albatros, mais surtout ces chasseurs bisoniques, les Mirage F1, ils en ont perdu quelques-uns. Ils sont basés en Californie, principalement à Point Mogu, qui est une base de l'aéronavale américaine. Leur dernier crash documenté, c'était le 20 juin 2022, avec un Hawker Hunter au large de la Caroline du Nord. Et cette entreprise a été fondée par des anciens du US Air Force en 1994, basée à Newport en Virginie, et a été rachetée en 2016 par le monstre Textron. Alors, ce que l'on sait en source ouverte à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu un souci moteur et que dans un premier temps, l'équipier a essayé de mettre le cap vers la côte pour essayer de se poser à Monterey Regional. Mais rapidement, il s'est rendu compte que ce ne serait pas possible et il a donc actionné son siège éjectable. Il était en monopilote, la plupart des Hunters sont monopilotes chez Attack. Et c'est comme ça que la mission de Red Air contre 2 F-18 de la base de Lemoore de l'US Navy en zone W283-W85 s'est arrêté. Le Hunter, c'est un vieil avion de la Royal Air Force des années 50 qui d'ailleurs a été utilisé pas mal par Martin Baker pour la mise au point des sièges éjectables. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout de suite, Attack 11, son leader, a fait quelque chose qu'on briefe souvent et qu'on briefe même nous sur le bassin d'Arcachon, c'est On-Scene Commander. C'est si tu as un ailier qui va au sol, si même ton leader va au sol, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer de casquette et maintenant ton objectif va être de guider les secours, de t'assurer qu'ils vont bien, de montrer que tu es présent et t'assurer que ton collègue ne disparaisse pas en mer sans que personne n'arrive à le retrouver derrière. Et donc on a Novembre 326 AX qui va contacter le contrôle, qui va même mettre 7700 au niveau de son transpondeur, de manière à être facilement trouvable par le contrôle aérien, et qui va ensuite guider le MH60S, le Seahawk, qui est d'alerte à Lemoore. Il y a toujours un Seahawk d'alerte exprès pour ça, call sign Rescue 04. Et c'est marrant parce que moi, une fois, ça m'est arrivé en Bretagne, j'étais en vol avec une équipe, on faisait un vol, nous on était plastron au large de la Bretagne, on a des grandes zones au large, en fin de mission on termine, et alors qu'on s'apprête à rentrer sur la base de Nandivisio, il y a le CCMAR, donc il y a tout ce qui gère le trafic maritime au large, qui nous contacte et qui nous demande si on a du pétrole pour essayer d'aller trouver un bateau de pêcheurs qui coule. Et donc moi il me restait du pétrole, mon équipier un peu moins, mais il en restait quand même, donc on se reroll comme on dit, on part vers la position donnée, là on voit un bateau, un navire de commerce qui est en train de changer de cap, qui essaye d'aller vers la zone indiquée également, puis rapidement nous on arrive, on a tous les capteurs qui vont bien, comme on n'a jamais fait de search and rescue en rafale, je dis à mon équipier, on fait tout comme si on voulait tirer une bombe, c'est-à-dire comme si on cherchait des méchants au sol, parce que ça on sait faire, on est entraîné, et au final ce qui te permet de chercher et de traquer en permanence des ennemis au sol, c'est les mêmes qualités, la même chose que de traquer un bateau qui coule. Et donc on arrive au moment où le chalutier est en train d'évacuer, ils vont sur un canot de sauvetage, je fais un passage bas pour compter les personnes, on remonte, on se met à un régime d'attente, mon équipier n'a plus de pétrole, c'était un chef de patrouille, donc hop, je le renvoie tout seul à Nandivisio, et là c'est ultra important, quand tu es On-Scene Commander, tu calcules
ton pétrole. Tu calcules ton pétrole pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de toi aussi devoir t'éjecter sur zone. Et avec des fois le stress, avec la tunnelisation mentale, tu peux facilement te retrouver à passer sous ton pétrole. Donc la règle de base quand tu es on-scene commander, c'est des opérations qui vont durer longtemps, les hélicos ça vole doucement, les jets ça crame beaucoup de pétrole. Eh bien, tu dois tout de suite calculer pour quand est-ce qu'il faut que tu partes. Et donc, tu vas calculer ton pétrole mini sur le terrain le plus adéquat et tu vas dire, je reste jusqu'à telle heure, tu te mets un chrono et il est hors de question de pousser le talent parce que sinon, il y a de grandes chances que tu restes trop longtemps. Alors, ce qui est vrai temps de paix comme ça est forcément également vrai temps de guerre. Et cette décision de quitter un collègue, surtout si c'est en territoire ennemi avec des adversaires potentiels que tu maintiens à distance avec ton armement, est extrêmement compliqué. Mais c'est pour ça il faut de la discipline dans l'aviation. Et si un jour vous êtes on-scene commander, la première chose à faire, c'est que vous prenez un top, vous regardez votre pétrole, vous faites votre calcul et vous décidez quel moment il va falloir partir pour votre propre sauvegarde. Règle de base. Toujours est-il, notre on-scene commander, il tourne vertical aux alentours des 2700 pieds, il a 250 nœuds, donc il se met à un régime économique, un régime qui n'est pas trop lent, qui est en fait l'idéal, ce qu'on appelle l'endurance maximum. Il tourne, il attend que le MH60 arrive, puis après il va pouvoir rentrer à la maison. On est aux alentours des 11 horloges, donc c'est des bonnes conditions pour s'éjecter. Éjectez-vous de nuit, c'est beaucoup moins marrant. Le pilote va être initialement un petit peu endommagé, ils vont l'amener à Stanford Medical Center, et derrière, en fait, il va bien, je crois qu'il va pouvoir revoler. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur cette flotte de Hawker Hunter, vous avez déjà eu 9 soucis, ils en ont perdu 4, dont 2 avec décès. Un qui a eu un gros souci de colonne vertébrale par son des vieux sièges éjectables. Donc c'est intéressant de voir comment les Raiders récupèrent en fait des avions d'ancienne génération, mais en fait c'est pas évident à maintenir en conditions opérationnelles. Donc ils ont la chance de pouvoir taper dans un pool de mécaniciens indispensables, de pilotes également, qui ont beaucoup d'expérience, mais ce qu'on commence à voir arriver, et ça c'est une petite dichotomie intéressante, sont des pilotes qui n'ont par exemple que de l'expérience sur des avions moderne, par exemple du F-18 avec des commandes de vol électriques. Et ils ont eu plusieurs accidents avec le Mirage F1, qui est un avion d'une génération précédente, qui a donc ses pièges. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais dans votre deuxième carrière, après avoir fait de l'avion de très haute technologie, eh bien vous vous retrouvez à faire de l'avion beaucoup plus ancien, là de l'avion des années 50, qui est moins bon, donc vous avez beaucoup plus d'expérience aéro, mais c'est contre nature. Voilà, dans ta carrière aéro, tu progresses en qualification, tu progresses en expérience. Et là, il y en a qui décident d'aller servir dans du Raider plutôt que d'aller faire de la ligne ou d'aller faire d'autres types de métiers. Et en fait, ils reviennent aux bases parce que ce type d'aéronef, c'est du pilotage vraiment à l'ancienne. En France, on en a, basé à Nîmes, c'est pilote exceptionnel, il y en a certains, c'était mes instructeurs, il y a eu de l'éjection également, il y a eu des cas pas banals, et souvent, c'est eux qui vont faire des missions que les unités opérationnelles ne peuvent pas faire, n'ont pas envie de faire, ou c'est pas rentable pour nous de le faire. Un exemple en France, un assaut simulé sur une frégate à 3 h du matin, on ne va pas demander à une unité opérationnelle de le faire, on va sous-traiter, on va demander à ces anciens pilotes de la marine, embauchés dans des sociétés militaires privées, de le faire parce que c'est plus économe. Nous, ça nous permet, en tant que pilote d'opérationnel, de rester sur nos missions. Et c'est pour ça que c'est une activité, que c'est un business qui a le vent en poupe, surtout depuis que les avions de nouvelle génération coûtent beaucoup plus cher. Utiliser un Rafale pour faire plastron, pour former des contrôleurs aériens d'interception, c'est pas rentable. Utiliser des Rafales pour faire du vol vraiment de plastron de base, pour apprendre à un pilote à venir faire une interception, encore une fois, non seulement c'est pas rentable, mais pour le pilote là qui va utiliser son nombre d'heures de vol annuel, eh bien lui, ça va pas lui apprendre grand-chose. Donc c'est un petit peu comme dans le sport, si vous voulez. Pilote de combat, militaire, c'est des sportifs qu'on prépare. Eh bien, si vous faites un petit footing de récupération super souple, alors que vous êtes censé faire du marathon, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais si vous ne faites que ça, ou si la majorité de votre entraînement, c'est que ça, vous n'allez pas vous améliorer. Donc l'objectif maintenant, et les Américains l'ont très bien compris, c'est que chaque heure de vol permette de challenger le plus possible les professionnels. Pour ce faire, en face, il faut du matériel qui soit à 100% dédié à votre entraînement pour vous augmenter professionnellement le plus vite possible. Et il n'y a rien de mieux que sous-traiter, faire du Raider, surtout pour tout ce qui est formation de base, des contrôleurs de chasse, des forces spéciales au sol également. Il y a certaines sociétés militaires privées qui ont par exemple des avions turboprops, des sortes de Tucano, tout ça, pour former les FAC, les Forward Air Controllers. Et là, il n'y a pas besoin de demander à un chasseur de venir faire le travail sur son potentiel. Ça permet à chacun de se focaliser sur son travail. Et c'est ça l'armée de métier aussi. On a tous des compétences professionnelles qui doivent être beaucoup plus fortes qu'avant, des contraintes budgétaires du fait des budgets, mais également du fait du prix de l'heure de vol.
et c'est pour ça qu'il y a un marché pour le Red Air qui est énorme et qui est en train de se développer à vitesse grand V. La seule petite problématique qu'ils vont commencer à avoir dans les prochaines années, c'est avec la réduction de la taille des armées. Vous avez naturellement une réduction du pool de candidats potentiels pour venir faire Red Air derrière, sachant que les compagnies aériennes recrutent beaucoup, ou même les constructeurs recrutent beaucoup. Et sur Internet, vous verrez, il y a beaucoup de postes à pourvoir pour des instructeurs F-15, F-16, Euro Typhoon, dans le Golfe, partout sur Terre. Et donc vous avez une forte concurrence pour les deuxièmes carrières, pour les pilotes de combat, mais également et surtout pour les mécaniciens. Car entre le monde civil de l'aviation civile, l'aviation d'affaires, les sociétés militaires privées et les constructeurs qui doivent faire le service après-vente et la formation dans les pays et les clients export, vous avez une très forte chasse au talent. Et on parle tout le temps des pilotes, mais croyez-moi, les mécaniciens, ils sont très courtisés également. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur le Red Air, sur le On-Scene Commander. Je vous dis à très vite, pourquoi pas pour parler facteur humain de votre entreprise. On a un nouveau workshop où vos collaborateurs deviennent en fait des enquêteurs, vont essayer de comprendre pourquoi des accidents ont eu lieu, quelles procédures on pourrait inventer pour s'assurer que ces accidents n'aient plus jamais lieu, et surtout, quels parallèles ils peuvent faire avec leur quotidien pour anticiper et éviter de cracher par exemple un projet ou une journée professionnelle à cause des mêmes raisons qui trouvent leur origine dans la communication, dans le défaut de procédure, bref, dans le facteur humain. Je vous dis à très vite, pourquoi pas de votre entreprise, et d'ici là, fly safe.